Dracula de Bram Stoker. Chapitre 8. Journal de Mina Murray. Comme je suis fatigué. Si je ne m'étais pas fait un devoir de tenir mon journal, je ne l'ouvrirais pas ce soir. Nous avons fait une merveilleuse promenade. Au bout d'un moment, Lucie était d'humeur enjouée. Je pense que c'était à cause de quelques braves vaches qui sont venues se frotter à nous de leurs mufles, dans un champ près du phare, ce qui nous a rendus folles de peur. Je crois que nous avions tout oublié. Bien sûr, la peur que nous ressentions, c'était comme si tout était effacé et que nous prenions un nouveau départ. Nous avons pris un thé de première classe à la baie de Robin Hood, dans une charmante petite auberge, munie d'un bow window, situé juste au-dessus des rochers de la grève, qui sont recouverts d'algues. Je pense que notre appétit aurait choqué la nouvelle femme. Les hommes, Dieu merci, sont plus tolérants. Puis nous sommes rentrés en faisant quelques haltes, de nombreuses haltes, devrais-je dire, afin de nous reposer, le cœur hanté par la terreur constante de voir quelques taureaux furieux. Lucie était vraiment fatiguée, et nous avions l'intention de nous éclipser pour nous mettre au lit le plus tôt possible. Mais le jeune vicaire est venu, et Madame Westenra l'a invité à rester souper. Lucie et moi avons toutes deux lutté de belle façon avec le marchand de sable. De mon côté, je le sais, ce fut un combat inégal, et je suis tout à fait héroïque. Je pense qu'il faudra qu'un jour les évêques se réunissent et se préoccupent de former une nouvelle race de vicaires qui ne soupent pas, quelque insistance que soient les sollicitations qu'ils reçoivent à cet effet, et qui sauront voir quand les jeunes filles sont fatiguées. Lucie dort et respire doucement. L'incarnation de ses joues est plus vive que d'habitude. Elle a un air vraiment très doux. Si M. Holmwood est tombé amoureux rien qu'en la voyant en salon, je me demande ce qu'il dirait s'il la voyait en ce moment. Certaines des nouvelles femmes s'adonnant à l'écriture lanceront un jour l'idée qu'on devrait permettre aux hommes et aux femmes de se voir les uns les autres en train de dormir avant de faire une demande en mariage, ou de l'accepter. Mais je suppose que, dans l'avenir, la nouvelle femme ne daignera pas accepter, c'est elle-même qui fera la demande. Beau travail en perspective. Voilà qui console quelque peu. Je suis si heureuse ce soir car cette chère Lucie semble aller mieux. Je crois vraiment qu'elle a tourné la page et que nous n'entendons plus parler de ses problèmes de mauvais rêves. Je serais tout à fait heureuse, si seulement je savais si Jonathan, que Dieu le bénisse et le protège. 11 août, 3 heures du matin. Reprise de mon journal. Ne dormant pas à cette heure, autant écrire. Je suis trop agité pour dormir. Nous avons connu une telle aventure, une épreuve si atroce. Je me suis endormi aussitôt après avoir refermé mon journal. D'un seul coup, je me suis trouvé complètement réveillé, je me suis redressé dans mon lit, submergé par une peur horrible, et comme avec le sentiment d'un vide autour de moi. La pièce était dans l'obscurité et je ne pouvais donc voir le lit de Lucie. Je suis glissé à travers de la pièce, la cherchant en tâtons. Le lit était vide. J'ai gratté une allumette et je me suis rendu compte qu'elle n'était pas dans la chambre. La porte était fermée, mais non à clé, comme je l'avais laissée. Je n'ai pas voulu réveiller sa mère, qui cet an dernier allait plus mal que d'habitude. J'ai donc passé quelques vêtements à la hâte, me préparant à partir à sa recherche. Et au moment où je quittais la chambre, l'idée m'est venue que les vêtements que portait Lucie me donneraient peut-être un indice quant aux intentions qu'elle nourrissait dans son rêve. La robe de chambre signifiait la maison, une robe l'extérieur. Robe de chambre et robe étaient toutes deux à leur place. Dieu merci, me suis-je dit, elle n'est peut-être pas loin, puisqu'elle ne porte que sa chemise de nuit. J'ai couru jusqu'en bas et j'ai regardé dans le salon. Elle n'y était pas. Puis j'ai regardé dans toutes les autres pièces de la maison qui étaient ouvertes. Le cœur glacé, une peur qui ne cessait de croître. J'ai fini par arriver à la porte du hall d'entrée et j'ai vu qu'elle était ouverte. Elle n'était pas grande ouverte, et le loquet de la serrure n'était pas enclenché. Les gens de la maison ont soin de fermer cette porte tous les soirs.
Aussi ai-je craint que Lucie ne fût sortie dans cette tenue. Je n'ai pas eu le temps de songer à ce qui pouvait arriver. Une peur confuse et irrésistible me faisait oublier tous les détails. J'ai pris un grand châle très épais. Je me suis précipité dehors. L'horloge sonnait 1 heure du matin lorsque je suis arrivé au Crescent, et il n'y avait pas âme qui vive. J'ai parcouru North Terrace en courant, et sans avoir le moindre signe de la silhouette blanche que je m'attendais à trouver. Au bord de la falaise de l'ouest qui domine la jetée, j'ai regardé de l'autre côté du port en direction de la falaise de l'est, dans l'espoir, ou dans la crainte, je ne sais trop, de voir Lucie sur notre siège préféré. La pleine lune étincelait, assortie de lourds nuages noirs chassés par le vent, qui en défilant au travers du ciel faisait de tout ce tableau un diorama éphémère de lumière et d'ombre. Pendant quelques instants, je n'ai rien pu voir, car l'ombre d'un nuage plongeait dans l'obscurité, l'église Saint Mary's et tout son voisinage. Puis, une fois le nuage passé, j'ai pu voir se détacher les ruines de l'abbaye, et tandis que glissait à la frange d'une étroite bande de lumière acérée comme un coup de sabre, l'église et le cimetière apparurent petit à petit. Quel que fût l'objet de mon attente, elle ne fut point déçue, car là-bas, sur notre siège préféré, la lune dardait sa lumière argentée sur une silhouette à demi allongée et blanche comme neige. Le nuage est venu trop vite pour que je puisse voir grand-chose, car l'ombre est venue presque aussitôt se rabattre sur la lumière. Mais il m'a semblé que quelque chose de sombre se tenait derrière le siège où rayonnait cette blanche silhouette et se penchait sur elle. S'agissait-il d'un homme ou d'une bête? Voilà ce que je ne saurais dire. Sans prendre le temps de jeter un nouveau coup d'œil, j'ai descendu précipitamment l'escalier pour gagner la jetée, puis par le marché aux poissons pour aller jusqu'au pont, seule façon d'atteindre la falaise de l'Est. On aurait dit que la ville était morte, car il n'y avait pas âme qui vive. Ce dont je me réjouissais, car je ne voulais pas qu'il y eût de témoins de l'état dans lequel se trouvait cette pauvre Lucie. La distance semblait infinie, comme le temps mis pour la parcourir. J'avais les genoux qui tremblaient, et l'essoufflement me gagnait, tandis qu'à grand-peine je gravissais les marches innombrables menant à l'abbaye. J'avais progressé rapidement, cela est certain, et pourtant il me semblait que j'avais les pieds lestés de plomb et que la moindre articulation de mon corps était rouillée. Une fois presque en haut, j'ai vu le banc et cette silhouette blanche, car j'étais désormais assez près pour la distinguer, même si l'ombre s'interposait par moments. Il y avait assurément quelque chose de long et de noir qui se penchait sur la silhouette blanche à demi allongée. Effrayé, je l'ai appelé à plein poumon, en dressant parfois la tête. Et là où j'étais, je pouvais voir un visage blanc et des yeux rouges qui luisaient. Lucie ne répondait pas, et j'ai couru jusqu'à l'entrée du cimetière. À mon entrée, l'église s'est intercalée entre le banc et moi. Pendant 1 minute, j'ai perdu mon ami de vue. Lorsque j'ai pu de nouveau regarder dans cette direction, le nuage était passé et le clair de lune brillait si intensément que je voyais Lucie, à demi allongée, la tête appuyée sur le dossier du banc. Elle était seule, et il n'y avait pas dans les parages la moindre trace de quoi que ce fût de vivant. En me penchant sur elle, j'ai vu qu'elle dormait toujours. Elle avait les lèvres entr'ouvertes et elle respirait non pas doucement comme à son habitude, mais avec des halètements longs et sourds, comme s'efforçant de remplir ses poumons à chaque inspiration. Lorsque je me suis approché, elle a levé la main tout en dormant et a remonté le col de sa chemise de nuit pour s'en entourer étroitement le cou. Ce que faisant, elle fut parcourue d'un frisson, comme si elle ressentait le froid. J'ai jeté sur elle le châle épais dont j'ai tiré les bords autour de son cou, car je redoutais de l'avoir attrapé la mort au contact de la fraîcheur nocturne, elle qui était si peu vêtue. Comme j'avais peur de la réveiller brusquement et pour avoir les mains libres afin de pouvoir l'aider, je lui ai fixé le châle autour de la gorge avec une grosse épingle de sûreté. Mais j'ai sans doute été maladroite. Dans mon anxiété, je l'en ai pincé ou piqué car peu après, se mettant à respirer plus calmement, elle a de nouveau porté la main à sa gorge en gémissant. L'ayant ainsi soigneusement enveloppée, je lui ai donné mes chaussures, puis j'ai entrepris de la réveiller très doucement. Au début, elle ne réagit pas, mais peu à peu son sommeil est devenu de moins en moins paisible, cependant qu'elle poussait à l'occasion des gémissements et des soupirs. Au bout du compte, comme le temps passait vite et pour bien d'autres raisons, j'ai souhaité la ramener à la maison sans délai.
et je les secouai plus fort, jusqu'à ce qu'elle finisse par ouvrir les yeux et qu'elle ne se réveille. Elle n'avait pas l'air surprise de me voir, car bien sûr elle n'a pas compris tout de suite où elle était. Lucie est toujours bien jolie lorsqu'elle se réveille, et même en de telles circonstances, alors qu'elle devrait toujours avoir le corps glacé de froid et l'esprit quelque peu effrayé de s'éveiller dévêtue la nuit dans un cimetière, elle n'avait pas perdu sa grâce. Elle a un peu tremblé, s'est serrée contre moi quand je lui ai dit de m'accompagner aussitôt jusqu'à la maison. Elle s'est levée sans un mot avec l'obéissance d'une enfant. En chemin, je me suis fait mal sur le gravier et Lucie a remarqué que je grimaçais de douleur. Elle s'est arrêtée insistant pour que je reprenne mes chaussures, mais j'ai refusé. Pourtant, lorsque nous avons atteint l'allée qui part du cimetière où subsistait une flaque d'eau due à la tempête, je me suis recouvert les pieds debout, me les frottant les uns contre les autres, afin qu'à notre retour à la maison, au cas où nous rencontrerions quelqu'un, nul ne puisse voir que j'étais nu-pied. Le sort nous fut favorable, et nous sommes rentrés sans rencontrer amitié vive. À un moment donné, nous avons vu un homme qui ne semblait pas avoir dédaigné la bouteille passer devant nous dans une rue. Mais nous nous sommes cachés sous un porche jusqu'à ce qu'il disparaisse dans une allée comme celle-ci. Ce sont des ruelles escarpées ou des winds, comme on les nomme en Écosse. Mon cœur tout au long battait si fort que parfois je pensais que j'allais m'évanouir. Je m'inquiétais fort pour Lucie, non seulement pour sa santé, mais pour sa réputation, au cas où cette histoire viendrait à être connue. Une fois que nous fûmes rentrés, après nous être lavé les pieds et avoir prié ensemble pour remercier Dieu, je l'ai mise au lit et bordée. Avant de s'endormir, elle m'a demandé, je devrais dire, elle m'a imploré de ne souffler mot à qui que ce fût de son aventure de somnambule. J'ai d'abord hésité à faire cette promesse, mais pensant à l'état de santé de sa mère et à l'agitation qu'elle éprouverait en apprenant ce qui s'était passé, pensant aussi à la façon dont une telle histoire pourrait être en vérité et à coup sûr déformée au cas où elle ferait l'objet d'indiscrétion, j'ai pensé qu'il serait plus sage d'agir ainsi. J'ai fermé la porte à clé, et la clé est attachée à mon poignet. Ainsi ne serais-je peut-être plus dérangé. Lucie dort profondément, très haut, très loin sur la mer, paraissaient déjà les reflets de l'aube. Même jour, midi. Tout va bien. Lucie a dormi jusqu'à ce que je la réveille, sans même paraître s'être retournée dans son lit. Apparemment, elle ne souffre pas de l'aventure de cette nuit. Au contraire, elle en a tiré profit, car elle a l'air en meilleure forme ce matin que ça n'avait été le cas depuis des semaines. J'ai été navré d'observer que dans ma maladresse, je l'ai blessée avec l'épingle de sûreté. La chose en vérité aurait pu avoir des conséquences sérieuses, car elle a eu la peau de la gorge percée. J'ai dû attraper une petite partie de peau qui n'était pas tendue et la transpercer, car il y a 2 petits points rouges comme des piqûres d'aiguille, et sur le ruban de sa chemise de nuit, j'ai vu une goutte de sang. Quand je lui ai fait des excuses et dit que je m'en inquiétais, elle a ri, et elle m'a fait une petite caresse disant qu'elle ne le sentait même pas. Heureusement, cela ne peut laisser de cicatrices, tant c'est minuscule. Même jour, la nuit. Journée de bonheur pour nous. L'air était pur, le soleil brillait et l'on sentait une brise fraîche. Nous avons emporté notre déjeuner dans les bois de Mulgrave. Madame Wessenra y allant en voiture, tandis que Lucie et moi y allions à pied par le chemin de la falaise pour rejoindre l'entrée. Je me sentais quant à moi un peu triste, ne pouvant m'empêcher de penser à quel point j'aurais ressenti un bonheur absolu si j'avais été en la compagnie de Jonathan. Et voilà. Il me faut simplement être patiente. Le soir, nous nous sommes promenés sur la terrasse du casino, et nous avons entendu de la bonne musique, de Sport et de Mackenzie, et nous nous sommes couchés de bonne heure. Cela fait un certain temps que Lucie n'a pas semblé aussi paisible, et elle s'est aussitôt endormie. Je vais verrouiller la porte et mettre la clé en sûreté, comme précédemment, bien que je ne m'attende à aucun problème cette nuit. Le 12 août. Mes espérances étaient infondées, car par 2 fois pendant la nuit j'ai été réveillé par Lucie, qui essayait de sortir. Bien qu'endormie, elle a semblé quelque peu irritée de trouver la porte fermée. C'est en manifestant une sorte de protestation qu'elle s'est recouchée. Je me suis éveillé à l'aube et j'ai entendu les oiseaux qui pépiaient de l'autre côté de la fenêtre.
Lucie s'est éveillée, elle aussi, et j'ai eu le plaisir de voir qu'elle allait encore mieux qu'hier matin. Elle semblait avoir entièrement retrouvé sa gaieté coutumière. Elle est venue se blottir contre moi et m'a dit qu'il y avait à savoir au sujet d'Arthur. Je lui ai dit combien j'étais inquiète pour Jonathan, puis elle a essayé de me réconforter. Eh bien, elle y a en partie réussi, car même si la compassion ne change rien à la situation, elle peut aider à la rendre plus supportable. Le 13 août. Encore une journée tranquille, puis couché comme précédemment, la clé à mon poignet. De nouveau, je me suis réveillé pendant la nuit et j'ai trouvé Lucie assise sur son lit, encore endormie, désignant la fenêtre de la main. Je me suis levé doucement et tirant le rideau, j'ai regardé au dehors. Le clair de lune étincelait et le doux reflet produit par la lumière sur la mer et le ciel, fondus l'un dans l'autre en un mystère grandiose et silencieux, était d'une beauté que les mots ne peuvent décrire. Entre le clair de lune et moi voltait une grande chauve-souris qui allait et venait en décrivant de grands cercles. Une fois ou deux, elle s'est approchée, mais je suppose qu'elle a pris peur en me voyant, et elle s'est éloignée en voltant au-dessus du port, en direction de l'abbaye. Lorsque j'ai quitté la fenêtre, Lucie était de nouveau allongée, elle dormait paisiblement. Elle n'a plus bougé de toute la nuit. Le 14 août. Passé toute la journée sur la falaise de l'Est, à lire et à écrire. Lucie semble désormais aussi éprise que moi à cet endroit, et il est difficile de s'en détacher lorsqu'il est temps de rentrer à la maison pour déjeuner, prendre le thé ou dîner. Cet après-midi, elle a fait une drôle de remarque. Nous étions en train de rentrer pour le dîner et étions parvenus au sommet de l'escalier qui monte depuis la jetée de l'Ouest. Nous nous sommes arrêtés pour regarder le paysage, selon notre habitude. Le soleil couchant, qui était très bas dans le ciel, était tout juste en train de disparaître derrière Ketelness. Cette lumière rouge projetée sur la falaise de l'Est et la vieille abbaye semblait baigner toute chose d'une belle lueur rosée. Nous sommes restés un moment silencieuses, et soudain Lucie murmura, comme se parlant à elle-même. « Encore ces yeux rouges. Ce sont tout à fait les mêmes. » C'était une réflexion si étrange ne venant à propos de rien que j'en ai été vraiment surprise. Je me suis un peu tourné afin de bien voir Lucie, sans donner l'impression que je la regardais fixement, et j'ai vu qu'elle était dans un état à demi rêveur, que son visage avait une expression étrange que je ne pouvais pas vraiment comprendre. Aussi n'ai-je rien dit, mais j'ai suivi son regard. Elle semblait le diriger vers notre banc, où une silhouette sombre était assise, seule. J'ai moi-même été un peu surprise, car l'espace d'un instant on aurait dit que l'inconnu avait de grands yeux tels des flammes étincelantes. Mais lorsque j'ai regardé à nouveau, l'illusion s'était dissipée. La lueur rouge des rayons du soleil illuminait les vitraux de l'église Saint Mary's derrière notre banc, et comme le soleil baissait, les variations de la réfraction et du reflet étaient juste suffisantes pour donner l'impression que cette lueur bougeait. J'ai attiré l'attention de Lucie sur cet effet bizarre. Elle s'est ressaisie d'un sursaut, mais elle n'en avait pas moins l'air triste. Peut-être songeait-elle à la terrifiante nuit qu'elle avait passée là-haut. Nous n'en parlons jamais, et je n'ai donc rien dit, et nous sommes rentrés pour le dîner. Lucie avait mal à la tête, et nous nous sommes couchés tôt. J'ai attendu qu'elle dorme et je suis sorti pour faire moi-même une petite promenade. J'ai marché le long des falaises en direction de l'ouest, et j'étais empli d'une douce tristesse, car je pensais à Jonathan. À mon retour, la lune brillait alors de tout son éclat, d'un éclat tel que, bien que devant la partie du crescent où nous logeons fût dans l'ombre, on y voyait tout, avec netteté. J'ai levé les yeux vers notre fenêtre, et j'ai vu la tête de Lucie penchée au dehors. Pensant que peut-être elle me guettait, j'ai déplié mon mouchoir et je l'ai agité. Elle ne l'a pas remarqué ou a fait le moindre mouvement. À ce moment précis, les rayons du clair de lune ont contourné subrepticement l'angle du bâtiment, ce qui a éclairé la fenêtre. On voyait distinctement Lucie, la tête reposant sur le bord de l'appui de la fenêtre et les yeux clos. Elle était profondément endormie, et près d'elle, installé sur l'appui, se tenait quelque chose qui ressemblait à un oiseau de belle taille. Craignant qu'elle attrape froid, je me suis précipité à l'étage, mais au moment où je pénétrais dans la chambre, elle s'en retournait à son lit, profondément endormie et respirant lourdement.
Elle avait la main sur la gorge, comme pour protéger celle-ci du froid. Je ne l'ai pas réveillée, mais je l'ai bordée pour qu'elle ait bien chaud. Je me suis assuré que la porte était verrouillée et la fenêtre solidement fermée. Elle a un air si doux dans son sommeil, mais elle est plus pâle qu'à l'accoutumée, et malgré ses yeux fermés, elle a les traits tirés et hagards, ce qui ne me plaît guère. Je pense que quelque chose la perturbe. J'aimerais trouver ce dont il s'agit. Le 15 août. Levée plus tard que d'habitude, Lucie était languide et fatiguée. Elle a continué à dormir après qu'on nous eut appelés. Nous avons eu une heureuse surprise au petit déjeuner. Le père d'Arthur va mieux et il veut que le mariage se fasse vite. Lucie est pénétrée d'une joie tranquille, et sa mère est à la fois contente et désolée. Plus tard dans la journée, elle m'en a dit la cause. Elle s'afflige de ne plus avoir Lucie pour elle toute seule, mais elle se réjouit que celle-ci ait bientôt quelqu'un qui la protège. La pauvre femme, si chère et si gentille, elle m'a confié qu'elle avait reçu son arrêt de mort. Elle ne l'a pas avoué à Lucie et m'a fait promettre son secret. Son médecin lui a dit qu'elle mourrait au plus tard d'ici à quelques mois, car son cœur s'affaiblit. Un choc subit, c'est presque certain, la tuerait à tout moment, même maintenant. Nous avons agi sagement en ne lui révélant rien de ce qui s'est passé cette terrible nuit où Lucie a eu une crise de somnambulisme. 17 août. 2 jours entiers sans tenir mon journal. Je n'ai pas eu le cœur d'écrire. Une sorte de voile sombre paraît recouvrir notre bonheur. Pas de nouvelles de Jonathan, et Lucie paraît s'affaiblir tandis que sa mère n'en a plus pour longtemps. Je ne comprends pas comment Lucie peut dépérir de la sorte. Elle mange bien, elle dort bien et profite du grand air. Et ses joues perdent sans discontinuer leur teint rose. Et chaque jour elle s'affaiblit et devient plus languide. La nuit, je l'entends halter comme si l'air lui manquait. Je garde toujours la clé de notre porte attachée à mon poignet pendant la nuit, mais elle se lève, elle marche dans ma chambre et reste assise devant la fenêtre. La nuit dernière, je l'ai trouvée en train de se pencher au dehors lorsque je me suis réveillé, et quand j'ai tenté de la réveiller, je n'y ai pas réussi. Elle était évanouie. Lorsque je suis parvenu à lui faire reprendre ses esprits, elle était d'une extrême faiblesse, et elle pleurait en silence, entre les longs et douloureux efforts qu'elle faisait pour respirer. Quand je lui ai demandé comment elle en était arrivée là, elle a secoué la tête et s'est détournée. J'ose espérer que son indisposition ne provient pas de cette malheureuse piqûre causée par l'épingle de sûreté. Je viens juste, alors qu'elle dormait dans son lit, de regarder sa gorge, et ses petites blessures ne semblent pas avoir guéri. Elles ne sont toujours pas refermées, et je dirais même qu'elles sont plus grandes qu'auparavant, avec le pourtour légèrement blanc. On dirait de petits points blancs avec le centre rouge. Si elles ne guérissent pas, dans un jour ou deux, j'insisterai pour que le médecin les examine. Lettre de Samuel F. Billington et fils, avoué à Whitby, à messieurs Carter, Patterson et compagnie, à Londres, le 17 août. Veuillez trouver ci-joint la facture correspondant aux articles expédiés par les soins des grandes lignes des chemins de fer du Nord. Les susvisés seront livrés à Carfax, près de Purfleet, des réceptions par la gare de marchandises de King's Cross. La demeure est actuellement inhabitée, mais veuillez trouver ci-joint toutes les clés, toutes étiquetées. Vous voudrez bien déposer les caisses au nombre de 50 qui font l'objet du présent envoi dans le bâtiment en partie en ruine attenant à la maison et désigné par la lettre. Votre représentant repérera facilement l'endroit qui est l'ancienne chapelle du manoir. Les articles partent par le train de ce soir à 9h30 et arrivent à King's Cross demain après-midi à 4h30. Notre client souhaitant une livraison aussi rapide que possible, nous serions obligés de faire en sorte que des équipes soient en place à King's Cross à l'heure susmentionnée et que ces articles soient acheminés sur le champ. Afin d'éviter tout retard qui pourrait causer à vos services les contraintes afférentes à la procédure habituelle, nous joignons à cette lettre un chèque de 10 livres dont nous vous prions d'accuser réception. Au cas où les frais seraient inférieurs en montant susdit, vous pouvez nous retourner le solde. S'ils sont supérieurs, nous adresserons un chèque du montant de la différence, aussitôt que vous nous aurez prévenus. Il vous reviendra de laisser les clés à votre départ dans le hall d'entrée de la maison,
Le propriétaire pourra en disposer lorsqu'il entrera dans les lieux grâce à son double. Nous vous serions gré de ne pas considérer que nous outrepassons les limites de la courtoisie commerciale en vous demandant instamment de faire preuve à tout égard de la plus grande diligence. Veuillez agréer, messieurs, l'expression de notre considération distinguée, Samuel F. Billington et fils. Lettre de messieurs Carter, Patterson et compagnie, Londres, à messieurs Billington et fils, à Whitby, le 21 août. Messieurs, nous accusons en réception par la présente des 10 livres reçus et retournons un chèque de 1,17 livre, somme correspondant au trop perçu, et voir le mémoire 6 juin du mois quitté. Les articles ont été livrés en rigoureuse conformité aux instructions et les clés laissées dans un paquet se trouvant dans le hall d'entrée, ainsi qu'il a été demandé. Veuillez agréer, messieurs, l'expression de notre considération respectueuse pour Carter, Patterson et compagnie. Journal de Mina Murray. Le 18 août. Aujourd'hui, je suis heureuse et j'écris assise sur le banc du cimetière. Lucie va vraiment beaucoup mieux. La nuit dernière, elle a très bien dormi tout du long et ne m'a pas dérangé une seule fois. Il semble que ses joues soient en train de recouvrer leur teint de rose, bien qu'elle soit encore fort pâle, et conserve un air maladif. Si elle souffrait d'une forme quelconque d'anémie, je le comprendrais, mais ce n'était pas le cas. Elle est d'humeur enjouée, pleine de vie et de gaieté. Toute cette réserve maladive semble l'avoir quittée, et elle vient à l'instant de me reparler, comme si j'en avais le moins du monde besoin, de cette fameuse nuit, ajoutant que c'était ici, sur ce banc même, que je l'ai trouvée endormie. Tout en me parlant, amusée, elle frappait la pierre tombale du talon de sa bottine, et elle m'a dit « Mes pauvres petits pieds, alors ne me faisait guère de bruit. Le pauvre M. Swells, j'en suis sûr, m'aurait dit que c'était parce que je ne voulais pas réveiller Geordie. » La voyant s'y disposer à bavarder, je lui ai demandé si elle avait fait cette nuit-là le moindre rêve. Avant qu'elle ne réponde, son front s'est plissé de cette façon adorable qu'Arthur, comme elle l'appelle, Arthur, je fais de même, déclare aimer, ce qui en vérité ne m'étonne pas. Puis elle a poursuivi sur un mode à demi rêveur, comme si elle tentait de retrouver le souvenir de ce qu'elle avait ressenti. Ce n'était pas tout à fait un rêve, tout semblait bien réel. Je voulais seulement être ici, à cet endroit même, je ne sais pas pourquoi, car j'avais peur de quelque chose, sans savoir de quoi. Je me souviens, bien qu'alors j'imagine je fusse endormi, d'avoir parcouru les rues et franchi le pont. Un poisson a sauté hors de l'eau à mon passage et je me suis penché pour le regarder. Ensuite, en montant l'escalier, j'ai entendu une foule de chiens qui hurlaient. On aurait dit que la ville entière était pleine de chiens qui hurlaient en même temps. Puis j'ai le vague souvenir de quelque chose de longiligne, de sombre avec des yeux rouges, comme ce que nous avions vu au coucher du soleil. J'étais complètement encerclé par quelque chose de très doux et de très amer à la fois. Puis il m'a semblé que je m'enfonçais dans une eau profonde et verte, et que l'on chantait à mes oreilles, comme c'est le cas des gens qui se noient, à ce que j'ai entendu dire. Et puis, c'est comme si tout se détachait de moi. J'avais l'impression que mon âme quittait mon corps pour flotter alentour. Je crois me souvenir qu'à un moment donné, le phare de l'Ouest se trouvait juste au-dessous de moi. J'ai ressenti une sorte de douleur déchirante, comme si là où j'étais, la terre se mettait à trembler. Ensuite, je suis revenu à moi et je t'ai trouvé en train de me secouer. Je t'ai vu le faire avant de le sentir. Elle s'est alors mise à rire. Elle me semblait un peu mystérieux et inquiétant, et je l'écoutais le souffle coupé. Cela ne me plaisait guère. J'ai pensé qu'il valait mieux qu'elle ne continue pas à regarder ses idées en tête. Aussi nous avions glissé vers d'autres sujets, et de nouveau j'ai eu devant moi la Lucie que je connaissais. À notre retour, la brise fraîche l'avait revigorée, et ses joues pâles étaient vraiment plus roses. Sa mère s'était réjouie en la voyant, et tous trois nous avons passé ensemble une très heureuse soirée. Le 19 août. Joie, 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 même si tout n'est pas joie. Enfin des nouvelles de Jonathan. Le très cher a été malade. C'est pour cela qu'il n'écrivait pas. Je n'ai pas peur d'y penser ni de le dire, maintenant que je suis au courant. M. Hawkins m'a fait suivre la lettre, et il lui a lui-même écrit un mot, si gentiment. Je dois partir demain matin me rendre près de Jonathan, aider à le soigner si nécessaire, et le ramener à la maison. M. Hawkins dit
que ce ne serait pas une mauvaise idée de nous marier là-bas. J'ai versé des larmes sur la lettre de la bonne religieuse, si bien que je la sens toute mouillée sur ma poitrine où je l'ai mise. La lettre parle de Jonathan et doit donc se trouver contre mon cœur, puisque lui-même est dans mon cœur. Mon itinéraire est entièrement préparé et mes bagages sont prêts. Je ne prends qu'un lot de vêtements de rechange. Lucie apportera ma malle à Londres et l'y gardera jusqu'à ce que je lui demande de me l'expédier, car il se peut que je n'en écrirai pas davantage. Le reste, je le garde pour le dire à Jonathan, mon mari. La lettre qu'il a vue et touchée devra me réconforter jusqu'à notre rencontre. Lettre de sœur Agatha, hôpital Saint-Joseph et Sainte-Marie, Budapest, à Miss Wilhelmina Murray, le 12 août. Chère madame, j'écris à la demande de monsieur Jonathan Harker, lui-même trop faible pour écrire, même s'il est en bonne voie de rétablissement, grâce à Dieu, à Saint-Joseph et à Sainte-Marie. Cela fait presque 6 semaines que nous le soignons car il a souffert d'une violente fièvre cérébrale. Il souhaite que je vous exprime son affection et veut aussi que je précise que par le même courrier, j'écris de sa part à M. Peter Hawkins à Exeter pour lui dire tout en lui présentant ses fidèles respects qu'il est désolé de son retard et que son travail a été entièrement mené à bien. Il aura besoin de quelques jours de repos dans notre sanatorium situé dans les collines, puis il en reviendra. Il souhaite que je dise qu'il n'a pas suffisamment d'argent sur lui et qu'il aimerait payer son séjour ici afin que puissent être secourus ceux qui en auront besoin. Je vous prie de croire en l'expression de ma compassion. Avec toutes mes bénédictions, sœur Agatha. P.S. Comme mon patient est endormi, je rouvre cette lettre pour vous faire savoir autre chose. Il m'a dit tout à votre propos précisant que vous seriez prochainement sa femme. Toutes mes bénédictions à vous deux. Il a subi quelques terribles épreuves, ce que dit notre médecin, et quand il délirait, il a divagué d'une façon effrayante. Il était question de loups, de poisons et de sang, de fantômes et de démons. Je n'ose vous dire de quelle nature. Veillez toujours à lui épargner tout ce qui pourrait, dans cet ordre d'idées, l'impressionner, et faites-le longtemps. Les traces d'une maladie telle que la sienne ne s'effacent pas facilement. Nous aurions dû écrire il y a longtemps, mais nous ignorions tout de ses amis, et il n'était porteur de rien qui pût nous donner un indice. Il est arrivé en train de Klausenburg, et le chef de gare là-bas a dit au chef de train qui s'était précipité à l'intérieur de la gare, réclamant à grands cris un billet pour rentrer chez lui. Jugeant à son comportement violent qu'il était anglais, on lui a donné un billet pour la gare la plus éloignée desservie dans cette direction par le train. Soyez assurés qu'on le soigne bien. Il a conquis tous les cœurs par sa gentillesse et par sa douceur. Son état est véritablement de plus en plus satisfaisant et je ne doute pas que d'ici à quelques semaines, il sera devenu comme avant. Mais veillez bien sur lui, par mesure de sécurité. De très très nombreuses années de bonheur vous attendent tous deux. Je prie à cet effet Dieu, Saint-Joseph et Sainte-Marie. Journal du docteur Seward, 19 août. Changement étrange et subit chez Rainfield hier soir. Aux environs de 8 heures du soir, il s'est mis à s'agiter et à renifler à droite et à gauche comme un chien d'arrêt en action. Son comportement a frappé le surveillant qui, sachant mon intérêt pour lui, l'a encouragé à parler. Il se montre habituellement respectueux envers le surveillant et parfois servile, mais hier soir, me dit cet homme, il était très hautain. Il n'a pas voulu condescendre à échanger avec lui le moindre propos. Voici tout ce qu'il a bien voulu dire. « Je ne veux pas vous parler. Vous ne comptez pas désormais. Le maître approche. » Le surveillant estime que c'est une forme subite de délire religieux qui s'est emparée de lui. Si cela est vrai, nous devons nous préparer à des accès violents, car un homme fort en proie à un délire à la fois homicide et religieux pourrait se révéler dangereux. Cette association est redoutable. À 9 heures, je lui ai rendu visite moi-même. Il s'est comporté avec moi comme avec le surveillant. Dans l'idée sublime qu'il a de lui-même, la différence entre le surveillant et moi lui paraissait négligeable. Cela ressemble à un délire religieux, effectivement, et il va bientôt se prendre pour Dieu. Les distinctions infinitésimales entre deux hommes sont bien piètres pour un être omnipotent, comme ces fous se trahissent. Le vrai Dieu prend garde à la chute d'un moineau,
Mais le Dieu que crée la vanité humaine ne voit aucune différence entre un aigle et un moineau. Si seulement les hommes savaient. Durant au moins une demi-heure, l'agitation de Renfield n'a cessé de croître. J'ai feint de ne pas le surveiller, mais ne m'en suis pas moins livré à une observation rigoureuse. D'un seul coup, il y a eu dans ses yeux ce regard chafouin que nous voyons toujours lorsque un fou s'empare d'une idée. Regard accompagné de mouvements chafouins de la tête, en avant et en arrière, que les surveillants des asiles finissent par connaître si bien. Il s'est tout à fait calmé et est allé s'asseoir sur le bord de son lit, l'air résigné, regardant je ne sais où, les yeux ternes. J'ai eu l'idée de voir si son apathie était réelle ou simplement feinte. Et j'ai tenté de l'amener à parler de ses animaux favoris, thème qui n'avait jamais manqué de le rendre attentif. Au début, il n'a rien répondu, mais a fini par dire avec aigreur « Qu'ils aillent tous au diable, je m'en soucie comme d'une guigne. » Quoi ? Vous n'êtes pas en train de me déclarer que les araignées vous sont indifférentes. Les araignées constituent en ce moment son passe-temps, et le carnet se remplit de colonnes de nombres à un seul chiffre. À quoi il a répondu, énigmatique, « Les demoiselles d'honneur ravissent les yeux qui guettent l'arrivée de la mariée. Mais, quand approche la mariée, les demoiselles n'ont plus d'éclat pour les yeux rassasiés. » Il n'a pas voulu s'expliquer, demeurant obstinément assis sur son lit tout le temps que je suis resté auprès de lui. Je suis fatigué ce soir et découragé. Je ne peux m'empêcher de penser à Lucie et à la tournure différente qu'auraient pu prendre les événements. Si je ne dors pas tout de suite, ce sera le chloral, le Morphée moderne. C2, HC13O, H2O. Il me faut veiller à ne pas en faire une habitude. Non, je n'en prendrai pas ce soir. J'ai pensé à Lucie et je ne la déshonorerai pas en mélangeant les deux sujets. S'il le faut, cette nuit sera sans sommeil. Content d'avoir pris cette décision, encore plus content de m'y être tenu. Cela faisait un moment que je me retournais dans mon lit et je n'avais entendu l'horloge sonner que 2 fois lorsque le gardien de nuit est venu me voir, envoyé du quartier des malades, pour dire que Renfield s'était échappé. J'ai enfilé mes vêtements à la hâte et couru tout de suite en bas. Mon patient est quelqu'un de trop dangereux pour qu'on le laisse se promener en liberté. Ses idées bien personnelles pourraient se révéler pleines de dangers pour les gens de l'extérieur. Le surveillant m'attendait. Il a dit qu'il avait vu au moins 10 minutes plus tôt et qu'il paraissait endormi dans son lit lorsqu'il avait regardé par le judas de la porte. Puis il avait eu l'attention attirée par le bruit d'une fenêtre que l'on ouvrait brutalement. Il était revenu précipitamment pour voir les pieds de Renfield en train de disparaître par la fenêtre, et il m'avait aussitôt fait prévenir. L'homme ne portait que sa chemise de nuit et ne pouvait donc être bien loin. Le surveillant avait estimé qu'il serait plus utile de regarder dans quelle direction il allait que de le suivre, car il le perdrait peut-être de vue le temps de sortir du bâtiment par la porte. C'est un homme trapu, et il n'a pas pu passer par la fenêtre. Je suis mince, aussi avec son aide je me suis glissé dehors, mais les pieds en premier. Comme nous étions qu'à quelques pieds au-dessus du sol, j'ai atterri sans me blesser. Le surveillant m'a dit que le patient avait pris par la gauche et qu'il avait filé tout droit. J'ai donc couru aussi vite que je le pouvais. En franchissant le rideau d'arbres, j'ai vu une silhouette blanche qui escaladait le mur séparant notre parc de celui de la maison abandonnée. Je suis aussitôt revenu en courant et j'ai dit au gardien de réunir immédiatement 3 ou 4 hommes pour me suivre dans le parc de Carfax, au cas où notre ami se révélerait dangereux. Je me suis moi-même procuré une échelle et, passant par-dessus le mur, je me suis laissé tomber de l'autre côté. J'ai vu la silhouette de Renfield qui disparaissait au même moment au coin de la maison. Aussi me suis-je lancé à sa poursuite. De l'autre côté de la maison, je l'ai vu appuyé tout contre la vieille porte de la chapelle, en chaîne et renforcer le fer. Il était en train de parler, apparemment à quelqu'un, mais je n'ai pas osé m'approcher suffisamment pour entendre ce qu'il disait, de peur de l'effrayer et de le faire fuir. Chasser un essaim d'abeilles en liberté, voilà qui n'est rien du tout par rapport à la poursuite d'un fou dénudé en proie à la fièvre de l'évasion. Au bout de quelques minutes pourtant, j'ai vu qu'il ne prenait garde à rien de ce qui l'entourait, et j'ai donc pris le risque de m'approcher de lui, d'autant que mes hommes avaient alors franchi le mur et qu'ils étaient en train de le cerner.
Je l'ai entendu dire. Je suis ici pour faire votre volonté, maître. Je suis votre esclave, et vous me récompenserez car je serai fidèle. Cela fait longtemps que je vous adore, même loin de vous. Maintenant que vous êtes tout près, j'attends vos ordres, et vous ne négligerez pas, n'est-ce pas, cher maître, lorsque vous distribuerez vos bontés. Cet homme, de toute façon, n'est en vérité qu'un vieux misérable et un égoïste. Il pense au pain et au poisson même lorsqu'il se croit devant la présence réelle. Ses délires forment une combinaison étonnante. Une fois cerné par nous, il s'est battu comme un tigre. Il est immensément fort et s'est comporté plus comme une bête sauvage que comme un homme. Je n'avais jamais vu auparavant de fou atteindre un tel paroxysme de rage, et j'espère ne plus jamais en voir. C'est une bénédiction que nous nous soyons rendus en temps utile de sa force et du danger qu'il représente. Avec une force et une détermination comme les siennes, il aurait pu faire d'énormes ravages avant d'être mis en cage. En tout cas, il est désormais en sûreté. Jack Shepard, lui-même, ne pourrait pas se libérer de la camisole de force qui le retient, et il est enchaîné au mur dans la pièce capitonnée. Ses cris peuvent être horribles, mais les silences qui s'ensuivent sont encore plus dévastateurs, car chaque changement, chaque mouvement exprime l'envie de meurtre. À l'instant même, il a tenu pour la première fois des propos cohérents. « Je serai patient, maître. L'échéance vient. Elle vient. » J'ai donc saisi l'allusion, et moi aussi je suis revenu ici. J'étais trop énervé pour dormir, mais ce journal m'a apaisé, et je sens que cette nuit, je pourrai dormir. Healthy, you're happy with your body, that's all that matters. This is it. Nobody should be saying anything. And in fact, I find that a lot of people who criticize others for their weights, they're probably insecure themselves about their own. And they have their unsolved problems, and they need to solve it themselves. Again, of course, you know. Guys, let me just tell you guys what's gonna happen today, okay? You're gonna play Conan Exiles. It's my first time playing it, so I don't really know much what to expect. And then, at around stream time, we're going to have a sponsored segment with Annie. We're going to be playing Where Winds Meet, and we're going to have a small competition that I will probably lose, and you guys can come with a creative way of what I have to do if I lose. And then after that we'll come back to Conan Exiles, and tomorrow we'll probably play more Subnautica. The reason why I'm playing Conan Exiles today is because I thought that interrupting Subnautica in the middle would be kind of weird. Yeah? Okay? And just before we go, I need to show you something very important. Something very, very important. Very, very important. So important. Okay. This is General Stella. She's a guinea pig. She's a potato general, and she's the general commander of this miniature army. And I thought you should know that. Oh, you can see? Oh, FX. FX. Can you see now? General Stella.
the potato commander of the miniature army. She's very cute. Very, very cute. She commands all her troops very well. Very, very well. She's a good girl. Good commander. Lots of medals. We go! We go! We go! Yes! If I ever see stuff online that just is random stuff that makes me happy, expect me to share with you guys. I find that there is not enough just, wholesome, happy things around, especially not on the internet. Yeah, we go? Oh, just one last thing. Um, just one last thing that I thought was funny. Um, so I haven't played Overwatch in a while, but um, they released a new tracer. Oh, never mind. Never mind. Never mind. Never mind. Hold on. Hold on. Instead, I'll show you guys this. This is better. Hold on. This is better. Did you guys know that there's a pile of salt in Germany that's over 250 meters tall and it contains over 200 million tons of salt? I did not know there were so many League of Legends players in Germany. Did you? I know. This could also be. We go! All in one place. Yeah, surprising. It was shocking to me. Okay, we go. Gun. Gun.